franchement, je travaille dans l'un des plus beaux bureaux du monde, quoi. Je passe au-dessus du Kilimandjaro, tu vois les orages d'une autre manière. C'est extrêmement beau, un orage, en fait. Et dites-moi, ça vous dit une petite immersion dans l'univers palpitant des hôtesses de l'air ? Vous nous voyez comme serveurs à bord, mais on a énormément de casquettes. T'as des situations où tu peux avoir une dame enceinte qui accouche, c'est nous qui gérons. Il peut y avoir des malaises cardiaques à bord, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir tout ça, et ça c'est nous qui devons gérer, quoi. Et justement, pour s'assurer que les PNC soient opérationnels, un programme de maintien de compétences leur est imposé. On fait des exercices d'évacuation, on rééteint un feu dans une maquette de cabine, etc. Pendant quelques jours, t'as l'impression que tu repasses le bac, quoi. Tout ça uniquement pour avoir la main sur n'importe quelle situation d'urgence. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, croyez-moi. Il y a de fortes chances que ce métier vous fasse de l'œil. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Soukaina. Je suis ravie de t'accueillir dans Histoire de vie, ce podcast pour faire découvrir ton métier cette fois. Anne-Lise, j'avais prévu une intro un peu théâtrale en mode... Votre attention s'il vous plaît, les passagers du vol HDV sont priés de se rendre porte 7 pour un embarquement immédiat, merci. Est-ce que c'est les hôtesses de l'air déjà qui font ce genre d'annonce ? Eh ben non, ce sont les agents du sol. Ah, je commence bien mon interview, moi. Donc vous concentrez que sur ce qui se passe à l'intérieur d'un appareil. Exactement. Okay. Nous, c'est vraiment que l'avion. Eh ben très bien. Anne-Lise, tu vas nous embarquer dans tes aventures d'hôtesse de l'air. Tu passes une grande partie de ta vie aujourd'hui dans les airs et ce n'est pas très commun comme métier. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître. Est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites, histoire qu'on puisse avoir une idée de qui tu es ? Eh ben, moi je m'appelle Anne-Lise, j'ai 32 ans et je suis hôtesse de l'air depuis l'année 2018. 2018. Voilà. Avant le confinement, donc. Juste avant le confinement, ouais. J'ai fait un contrat de 17 mois qui s'est terminé en janvier 2020 et juste après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai eu 2 ans et demi de carence. Donc, bon, la première année, c'est l'année du confinement. Donc, j'ai clairement profité de mes acédiques en restant chez moi. Hein. Mais il n'y avait pas trop d'opportunités, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Et la deuxième année, je m'étais lancée donc, dans une école de journalisme. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Tout à fait, oui. Et après, en fait, la compagnie pour laquelle je travaillais m'a rappelée et j'ai fait le choix de repartir. C'est un métier que tu souhaitais faire depuis toute petite, parce que c'est vrai que là, tu nous dis que tu voulais être journaliste aussi, parce que quand on intègre une école de journalisme, c'est pour devenir journaliste. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée hôtesse de l'air quelque temps après ? Bah alors déjà, en fait, avant de partir en journalisme, j'avais déjà fait le métier d'hôtesse de l'air, mais le truc, c'est que je me voyais pas faire ça petite. J'ai eu la chance, avec le métier de mon papa, on a beaucoup déménagé, donc j'ai beaucoup pris l'avion, donc c'était pas totalement inconnu, en fait. Et je me voyais pas forcément faire ça parce que ça me paraissait inaccessible. Concrètement, pour moi, c'était, waouh, c'est incroyable, mais je pourrais jamais faire ça, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Moi, je me souviens, petite aussi, j'étais assez impressionnée par la prestance des hôtesses de l'air. C'est quelque chose, donc tu penses que tu avais cette petite idée en tête depuis toute petite, quoi, en voyageant comme ça. En voyage, je me dis, waouh, c'est quand même classe, quoi. T'es dans les avions, t'es bien habillée, t'es maquillée, t'es coiffée, c'est chouette. Enfin, tu vas à l'hôtel, mais ça me paraissait vraiment genre inaccessible, un truc. Il fallait bac plus 5 ou bac plus 10, c'est pas le cas. Donc, en fait, moi, j'étais partie en vacances en métropole. Et sur le vol retour, j'étais en CDI dans un autre emploi, j'étais assistante dentaire à ce moment-là. Et en fait, mon compagnon et moi, on était assis à côté d'un PNC, d'un steward, qui lui était en mode vacances aussi. Et on a échangé avec lui, on a discuté. Et c'est là qu'on a sympathisé. Et quand il revenait à La Réunion en escale, souvent on se faisait des restos. Là, je lui dis, vas-y, c'est bon, explique-moi, c'est quoi réellement ton job, quoi. Ouais. Et quand il m'en a parlé, ça a fait tilt direct. Je me dis, j'essaye en fait. Donc j'ai lâché mon CDI pour le métier d'hôtesse de l'air. Waouh, si ça se trouve, là, t'es en train de m'en parler, je vais lâcher aussi ce que j'ai à faire. Et, rejoins-nous. C'est clair. Non, mais oui, je comprends. Et quelle vision, tu y as un peu répondu, mais j'ai envie de comprendre quelle vision est-ce que tu avais de ce métier et quelle vision tu as aujourd'hui. Est-ce que tu avais des préjugés ? Est-ce que c'est des choses qui sont, tu t'es rendu compte que c'était totalement faux, ce que tu t'imaginais ? Ouais, Enfin, tu sais, quand t'es petit, tu te dis souvent, à 25 ans, je serai mariée, j'aurai des enfants, une maison, un chien, 2 voitures. C'est pas le cas. Je me disais souvent, mais tu peux pas avoir de vie de famille avec ce job, c'est pas possible. Ouais. Bon, plus j'avance maintenant dans le temps, plus je me dis, est-ce que j'ai vraiment eu une famille, c'est autre chose. Donc ouais, non, le métier, il est top, quoi. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Donc, je sais pas comment
comment les autres gèrent. Je sais que c'est compliqué pour certaines. Bah oui, j'imagine, parce que je me dis, nous, avec un travail classique, on nous appelle, l'école des enfants nous appelle, oui, votre fils a une fièvre, est-ce que vous pouvez passer chercher votre enfant? Donc on laisse un peu de côté tout ce qu'on a à faire, on y va. Mais quand on est dans les airs, est-ce que déjà on a un smartphone? Est-ce qu'en cas d'urgence, un proche peut nous contacter? Non. Alors oui, on a un smartphone, mais non, on peut pas. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a clairement pas de réseau. Donc là, de ce que j'entends des collègues, c'est beaucoup le compagnon, quand il est encore là, ou alors la famille autour. C'est une organisation à avoir. Mais c'est faisable et ça vaut le coup. Donc quand on est PNC, on est complètement déconnecté quand on prend son poste de travail. Oui. Déconnecté de la réalité, il peut se passer un attentat je ne sais où. On l'apprendra en arrivant. Ah ouais. Même les pilotes, ils n'ont pas accès aux informations, à quelque chose de... Si c'est quelque chose qui peut influer sur le vol, si. Bien sûr que si. Après, moi, je suis pas dans le cockpit, donc j'y reste pas très longtemps non plus. Ouais. Donc, justement, on va essayer de comprendre aussi si vous faites des allers-retours. Moi, dans les films, je vois que les hôtesses, des fois... Absolument. Oui, absolument. On utilise assez souvent le terme PNC pour... Personnel navigant commercial. Et souvent, on l'entend quand le pilote s'apprête à décoller ou atterrir. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage, merci. Enfin non, je la refais. PNC, merci. Voilà, nous on comprend, on a l'habitude maintenant. Oui, donc, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ils ont des micros défaillants ou Non, je pense que le micro est trop près. Tu vois, ils ont un casque un peu comme le nôtre et le micro il est près. D'accord. Et je pense pas qu'ils s'entendent en cabine. Donc, d'accord. Donc voilà. Ok, je comprends mieux. Oui, donc PNC, cette appellation qu'on entend souvent quand on est à bord d'un avion. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça englobe? Il y a une différence entre hôtesse de l'air et PNC ou c'est PNC, exactement la même chose. C'est un terme assez technique voilà, en plus. c'est juste que PNC, c'est le terme technique. Tu vois, pour les pilotes, ça va être PNT, personnel navigant technique. C'est juste que hôtesse de l'air, c'est l'appellation commune pour que ça parle à tout le monde en fait. D'accord. Et en fait, vous nous voyez comme serveur à bord, mais on a énormément de casquettes. C'est la casquette principale que vous voyez, mais on est aussi en charge de la sécurité, de la sûreté des vols. On est pompier, on est médecin, on est gendarme, on peut être psychologue des fois auprès de certains passagers qui profitent de ces longues heures de vol après les services et qui viennent discuter avec nous de temps en temps. Ah ouais, quand même. Et puis qui se déchargent un peu, tu vois. Donc voilà, on est un peu tout ça, ouais. Pas mal de choses quand même. Hein. C'est ça. C'est quoi les missions exactes que vous avez à bord d'un avion? Alors quand on arrive dans l'avion, on doit faire une check sécurité et une fouille de sûreté avant de préparer la partie commerciale. Check sécurité, fouille de sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors la sûreté, c'est quand par exemple quelqu'un d'extérieur va ramener un produit illicite, un objet illicite qui pourrait mettre en danger la sécurité du vol. Donc là on fouille partout. Ok, là dans ma tête j'ai les films de prise d'otages dans les avions. Exactement. Non mais en fait, dans l'avion par exemple, je dis pas que les agents du ménage c'est ce qu'ils font, mais admettons, on va prendre un scénario de film, d'accord? T'as quelqu'un, un agent du ménage, il est complice d'un attentat, machin, il va planquer un couteau ou une arme à feu dans l'avion pendant son service de ménage. Ouais. D'accord? Nous, quand on récupère l'avion, quand on rentre dans l'avion, notre mission à nous, c'est de vérifier qu'il n'y a rien de tout ça. Pas de produits illicites, pas de trucs dangereux. Et la sécurité du vol, tout ce qui est technique, quoi, tout ce qui est lié à la sécurité de l'aéronef. Tu disais tout à l'heure que on vous voit comme des serveurs. C'est vrai que moi, j'ai le souvenir de la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour poursuivre mes études. Et je me souviens, j'étais assise à côté d'une dame bien apprêtée, tu vois, une espèce de femme d'affaires. Et donc, elle fait la conversation avec moi. Elle me demande, alors, tu vas faire tes études. Qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard comme métier? Donc, je lui dis naturellement journaliste et pourquoi pas hôtesse de l'air. Tu sais, je suis dans l'avion. Moi, ouais. j'observe les hôtesses de l'air très classe, très machin, donc je me dis petite vocation qui est en train de naître, on sait jamais. Et là, elle me regarde, elle me dit franchement, moi je les vois juste comme des serveurs, donc sois plus ambitieuse. Est-ce que vous faites face à ce genre de préjugés? Parce que moi ça m'avait un peu choquée. Est-ce que ça arrive que vous vous sentez un peu rabaissé, pas très valorisé? Totalement. Oui, totalement, ça arrive. On est vu comme des petites poupées qui sont là juste pour faire les petites belles. poupées, carrément. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà entendu, ouais. T'as des anecdotes comme ça de... Alors, j'en ai eu, mais pas à bord. C'est des gens à l'extérieur. Ouais. Ou quand je dis, ouais, j'étais hôtesse de l'air, machin. Ouais, mais hôtesse de l'air, c'est pour faire la miss, quoi. Ah oui. Ouais. Je dis oui, tout à fait.
Moi, mince. quand c'est ça, je laisse dire. Je dis ouais, exactement. Je me dis qu'un jour, il sera peut-être à bord d'un avion, il y aura une situation de crise et il verra que non, les petites poupées, elles peuvent faire plus que de sourire et d'être maquillées et d'être présentes à bord, quoi. Voilà. T'as des situations où tu peux avoir une dame enceinte qui accouche, c'est nous qui gérons. Il peut y avoir des malaises cardiaques à bord, peut y avoir des décès, peut y avoir des bagarres, peut y avoir tout ça et ça, c'est nous qui devons gérer, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et pourquoi cet accoutrement, pourquoi ce chignon bien relevé? Je sais pas si toi, parce que toi, t'arrives un peu en cours de route, mais c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Les hôtesses de l'air ont toujours été très bien apprêtées, très coquettes, le rouge à lèvres bien en place, après même 12 heures de vol de nuit, je précise. Pourquoi cet accoutrement? Pourquoi autant d'exigences de la part des compagnies? Je pense que c'est juste pour représenter l'image de la compagnie, quoi. D'accord. L'image de la compagnie, puis l'hôtesse de l'air, ça a toujours été dans l'imaginaire de tout le monde, c'est les talons, le maquillage, la coiffure, etc. Donc ouais. Après, t'avais une compagnie, je crois qu'elle a fermé, mais c'était une low cost où les nanas et les stewards, ils étaient en pantalon polo basket, quoi. Ouais. Quand je les voyais, j'étais en mode, waouh, trop bien, quoi, le confort. Ouais. Mais aujourd'hui, ça peut être choquant de voir des professionnels comme ça à bord d'un appareil. Ouais, parce que là, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est l'hôtesse, c'est les petits talons, le petit bibi, le petit foulard. Voilà, clair. Il faut faire continuer de vivre cette image, je pense. Donc, et le sourire, surtout. Ah, le sourire. Le sourire, c'est super important. Mais ça te change un vol. Ça te change l'ambiance avec les passagers que tu sers. C'était agréable ou si tu tires la tronche. Ouais. C'est clair. Ça arrive comme ça que tu te retrouves face à un passager qui est un peu ronchon, qui en demande trop, qui ne cesse d'appuyer sur le bouton. Absolument. Ouais, raconte. Absolument. Écoute, moi une fois j'ai dépanné, on m'a appelé, j'étais en repos, quoi. On m'appelle, on me dit Anise, est-ce que tu peux nous dépanner sur tel vol et tout. On a un avion qui est en panne, le vol n'était pas prévu. N'était pas prévu à ces heures-là. D'habitude, il part le matin, et là, il partait le soir. Sauf que les passagers n'étaient pas au courant. Enfin, ils savaient qu'il y avait du retard, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient partir. Ouais. Donc, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Ça... Les aléas de l'aérien, quoi, de la vie, j'ai envie de dire. Et oui, tout à fait, parce qu'un bus aussi, des fois. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent, quoi. Après, c'est plus contraignant parce que c'est un départ en vacances. Ouais. Les gens, enfin voilà. Donc, on arrive, nous, le soir, avec mes collègues. On a tous été déclenchés ce jour-là. On était tous en repos. On a tous accepté de faire le vol. On n'était pas obligés de le faire. Et je suis tombée sur un monsieur assez agressif. Je peux comprendre, il est frustré. Il faut que ça sorte, en fait, à ce moment-là. C'est tout, faut que ça sorte. Donc je le prends pas pour moi personnellement. Donc je l'ai laissé m'engueuler littéralement. Ah ouais. Oui. Oui. Et j'ai vu que les passagers autour étaient un peu gênés. Il y en avait qui étaient compréhensifs, d'autres non. En même temps, il y a des enfants, il y a des bébés. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais il s'est rendu compte lui-même de son erreur à la fin du vol. Ouais. Il est venu s'excuser, tu vois. Mais je dis, mais monsieur, je le prends pas personnellement. Je me mets à votre place, je comprends totalement. Moi, après, je lui ai dit aussi, je lui ai dit, vous savez, monsieur, si mes collègues et moi, on n'avait pas accepté de venir sur notre jour de repos, vous seriez encore à l'aéroport. Bah ouais, ça, ils le savent donc, pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et surtout, vous êtes aux premières loges, donc ça veut dire que dès qu'il se passe quelque chose au niveau de la compagnie, c'est vous qu'on va interpeller. C'est ça. Mais c'est pas nous qu'on attaque personnellement, c'est la compagnie. Bah oui. Donc, il faut réussir à laisser glisser. Tu sais, le mode feuilleton est très important dans ce métier. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est clair que les représentants eux-mêmes des compagnies, ceux qui dirigent, qui se trouvent dans leur bureau, ou même le pilote qui, lui, est dans son cockpit. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, vous avez des contacts avec les pilotes. Comment ça se passe à bord d'un appareil? Alors déjà, on a un premier contact avec eux en salle de briefing. D'accord. Alors, ils font leur briefing de leur côté, on a notre briefing à nous, et ils nous rejoignent. Enfin, le commandant de bord nous rejoint, donne les informations qu'il faut donner, le temps de vol, les zones à risque de turbulence, etc. Quelques particularités, et après on se retrouve, on part tous ensemble dans le même bus et on se retrouve dans l'avion. Alors pendant le vol, nous on les voit surtout après le service. Enfin, ça dépend de où je suis postée en fait. Moi, à bord de l'avion. Moi, en général, je suis plutôt en écho. Je préfère. Et pourquoi cette petite parenthèse? Parce que c'est pas le même contact. Ouais, les passagers de la classe affaires business sont un peu plus exigeants, un peu plus guindés. Alors, non, pas forcément. C'est déjà pas le même service. Ouais. C'est pas les mêmes prestations qu'on offre. Et c'est deux mondes à part, vraiment, c'est deux rythmes totalement différents. C'est-à-dire, décris-nous. C'est-à-dire que je vais avoir une zone plus large à couvrir toute seule, que par exemple, tu peux avoir en première, tu peux avoir 18 passagers. Oh, tu vois, c'est un rythme beaucoup plus lent, t'as beaucoup plus le temps, c'est agréable aussi, hein. Ça change de temps en temps. Moi, j'ai une certaine distance avec eux, parce que
tu te dois quand même d'avoir une certaine distance. Tu peux pas avoir une certaine proximité. Tu vois, ils ont besoin de leur espace, ce que je comprends totalement. Hein. Mais du coup, j'aime bien parler avec les gens. Donc du coup, avec les gens de l'éco, c'est vachement plus simple d'avoir de casser la blague. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Que t'es un peu guindé, t'es un peu tu sais, sur la retenue. C'est clair. Voilà. Tu sais pas si une blague peut être mal interprétée, voilà, exactement. si la personne est d'humeur à plaisanter avec. C'est ça. Mais les gens de la première sont très gentils aussi. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il y en a des plus gentils que d'autres ou quoi. C'est juste que moi personnellement, je préfère le rythme de la classe économique en fait. T'as déjà eu des frayeurs en vol, des moments où tu t'es retrouvé en panique, turbulence ou mauvais temps? Non. Non. Les turbulences, on a l'habitude, donc ça nous fait pas vraiment peur. Après, j'ai pas eu de turbulences comme on peut voir sur certaines vidéos où carrément les PNC montent jusqu'au plafond. J'ai entendu des collègues, ça leur est arrivé. J'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire qu'on a des turbulences en ciel clair. C'est-à-dire que ça, c'est des turbulences qu'on ne voit pas au radar, qui ne préviennent pas. C'est-à-dire qu'on peut être en service avec notre trolley et ça fait comme un gros trou d'air. Ouais. Et donc, on descend et on remonte. Ça peut arriver. Mais non. C'est pour ça que quand on vous dit de mettre les ceintures, ce n'est pas pour vous embêter, messieurs, dames. C'est juste une question de sécurité. Ah ouais. Voilà. Ça peut faire mal. Ça peut faire très... c'est hyper dangereux. Mais c'est hyper dangereux. Et vous pouvez voir sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos, turbulence de ciel clair. Et peut-être qu'après avoir vu ces vidéos, vous mettrez vos ceintures tout le temps. Ah, moi, je la garde tout le temps. 11 heures de vol, j'ai tout le temps ma ceinture de sécurité en place. C'est très bien. On n'est jamais assez prudent. Ouais, quand je te demandais si tu as déjà eu des moments de frayeur, on sait qu'ici, dans l'océan Indien, ça peut être compliqué, notamment à Mayotte, avec une piste très très petite. Trop courte. Oui, voilà, une piste courte. Et donc, en temps de pluie, des fois, certains pilotes n'osent pas atterrir. Alors, on ne sait pas s'ils n'osent pas atterrir ou s'ils ne peuvent pas atterrir parce qu'avec peut-être le brouillard, peut-être... Ils peuvent pas parce que la piste est beaucoup trop courte. Donc, soit on déroute, ils atterrissent directement à La Réunion. Ouais, justement. Soit on tourne. On tourne, on attend que ça passe. Et tu t'es déjà retrouvé dans un vol qui tourne comme ça, à Dzaoudzi, qui n'ose pas atterrir, qui fait ailleurs, demi-tour. à cause du mauvais temps, on n'a pas fait demi-tour, mais on a fait ce qu'on appelle une remise de gaz. C'est-à-dire que l'avion est en phase pour atterrir et finalement, il remonte. Il remonte d'un coup. Donc, c'est pas spécialement effrayant. Tu le sens plus sur les petits avions. Sur les gros porteurs, tu les sens vachement moins. Tu dis juste, ah ouais, mais en fait, on est en train de remonter là. Tu vois. Et puis là, le commandant de bord, il fait son annonce, chef cabine aussi. Et voilà, mais c'est juste, on patiente quoi. On patiente. Ça peut être compliqué pour les passagers, des fois, qui sont un peu stressés déjà de se retrouver en avion et quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe de pas commun, notamment, je fais référence, parce que ça arrive assez souvent qu'à Mayotte, les pilotes n'atterrissent pas à cause de cette problématique de piste trop courte. Comment est-ce que vous faites pour les rassurer, pour ne pas montrer qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal? Alors, déjà, ça va être physique. C'est-à-dire que sur notre visage, il faut pas qu'on le montre. Et tout dépend, parce que si moi je suis assise et attachée, je vais pas pouvoir me lever pour aller rassurer un passager. Donc tu lances des petits regards, tu fais des petits sourires. S'ils sont plus ou moins proches, tu vas leur adresser quelques mots, genre mais ça va aller, vous inquiétez pas. On a l'habitude. C'est vrai, les pilotes ont l'habitude. Ouais. Donc voilà, on essaie de rassurer comme on peut, mais bon. C'est là où tu disais tout à l'heure, vous êtes gendarme, psychologue, pompier, toutes ces casquettes-là, comment est-ce que vous arrivez à les obtenir? Et là, on va commencer à rentrer dans les infos un peu pratiques pour pouvoir exercer ce métier. Est-ce que vous êtes formé juste une fois ou c'est des formations constantes? C'est des formations constantes, une fois par an, qui sont obligatoires avec des tests qu'on doit réussir. Et si on ne réussit pas, on repasse une deuxième fois. Et si on ne réussit toujours pas, c'est terminé. L'aventure s'arrête là. Comment ça? C'est-à-dire que tu peux être au test de l'air aujourd'hui, demain tu échoues un test. Et c'est fini. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle des maintiens de compétences, où tu revois tout, mais tout de l'avion. On fait des exercices d'évacuation, on rééteint un feu en cabine, dans une maquette de cabine, etc. Ouais. On revit vraiment pendant quelques jours. On est sous pression à ce moment-là. J'avoue que même si t'es en CDI, tu te dis... Oula, ça pue, on sait jamais. Si je rate, je n'ai plus de métier. Mais en général, on est tellement à fond qu'on s'entraide entre nous, tu sais, pour réviser. T'as l'impression que tu repasses le bac, quoi. Waouh. Voilà. Mais tant mieux. Il vaut mieux. C'est clair. Il vaut mieux. Bien sûr. Pour la sécurité des passagers et pour être sûr que vous êtes toujours compétent dans ce que vous faites. Quelle formation il faut avoir? Quel diplôme? Quels sont les prérequis pour pouvoir exercer ce métier?
Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour faire PNC. Il faut avoir un niveau bac. Ah bah là, Alors, tu m'apprends quelque chose. c'est quand même mieux d'avoir le bac. Les jeunes qui écoutent, aller jusqu'au bac, essayer de l'avoir, c'est toujours mieux. Et donc, tu as juste besoin du niveau bac. Ensuite, tu vas passer ce qu'on appelle le CCA, le Cabin Crew Attestation. Et là, tu as la partie théorique. Tu passes l'examen théorique. Si tu l'as, tu peux aller en formation pratique et tu passes la formation pratique et après, c'est bon. D'accord. Et ton entrée avec une compagnie, est-ce qu'on va démarcher des compagnies avec un CV, une lettre de motivation, comme on le fait dans les boulots classiques ou Soit, alors c'est possible de le faire comme ça. Tu le passes dans une école que tu payes, tu passes le CCA et après tu vas démarcher. Maintenant, moi la chance que j'ai eue, c'est que c'était une formation par le Pôle emploi. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de payer la formation qui a son coût quand même. Donc j'ai pas eu besoin de la payer. J'ai tout passé avec la compagnie qui allait m'embaucher. Mhm. Et ensuite, j'ai fait mes 17 mois de contrat. D'accord. Et dans tout ça, la place des langues, vous êtes censé parler français, anglais, espagnol, enfin selon où vous allez. Il faut savoir parler un minimum anglais quand même. Après, si tu parles d'autres langues que l'anglais, ce sera toujours mieux quoi. C'est toujours un plus. Mais avoir les bases en anglais, ouais, c'est pas mal. Après, honnêtement, si t'as vraiment envie, tu le bosses l'anglais, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a des facilités à ça. Il y a les séries sur Netflix que tu peux regarder en anglais, sous-titrées en français. C'est la meilleure manière d'apprendre l'anglais, selon moi. Après, t'as les applications, tu payes des cours d'anglais. Enfin, ce sera toujours utile. Toujours. L'anglais, c'est la langue universelle. Donc, demain, je vais en Chine, j'ai pas besoin de parler le mandarin. Tu vois, je vais parler anglais, je vais me débrouiller. C'est ou clair, alors, t'as la langue, je veux dire la langue des signes, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas la langue des signes à proprement parler, mais tu trouveras toujours un moyen de te faire comprendre. Et toi, you speak English? I speak English, yes. Yeah, ouais. Yes. Moi, ça s'arrête là. Je vais pas m'aventurer plus. C'est quoi les inconvénients de ce métier? Je dirais que des fois, t'es pas là pour les événements importants, tu vois. Tu peux ne pas être là pour les Noëls, les anniversaires. Pour moi, comme je dis, j'ai pas d'enfants, donc c'est pas très grave. Je préfère à la limite, moi, bosser à Noël et laisser un Noël à un collègue qui a des enfants. Non. Comme ça, passer Noël dans l'avion, c'est cool aussi, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien. Mes anniversaires, en général, je les fais dans l'avion. Ouais. Donc, c'est cool aussi, j'aime bien. J'aime bien quand l'équipage est cool. J'aime bien. C'est important, ça, j'ai l'impression, pour le bon déroulement. Ah ouais. C'est hyper important. Après, que l'équipage soit cool ou pas, quand c'est cool, c'est toujours mieux, tu vois. Mais même s'il est pas cool, de mon point de vue à moi, tu peux faire ta vie en solo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas obligé de les fréquenter en dehors. Je veux dire, quand tu quittes l'avion, que tu vas dans ta chambre d'hôtel, tu fais ta vie. Il y a rien dans le contrat qui stipule. Il faut que vous passiez toute la rotation ensemble. Non. Tu peux faire ta vie en solo et c'est tout aussi bien, quoi. Donc, inconvénient... Moi, j'en vois pas trop, en fait. Ouais. Non, j'en vois pas vraiment. Eh ben, parlons des avantages dans ce cas-là. Tu nous parles d'un hôtel, tu nous parles... moi, j'ai l'imagination, parce que c'est vrai que les fois où je me suis retrouvée à l'hôtel, j'ai pu voir des gens bien apprêtés, rouge à lèvres et tout chignon, des hôtesses de l'air qui se trouvent au petit-déj, etc. Donc, j'imagine que... c'est quoi les avantages de ce métier? Il y en a énormément, selon moi. Il y en a énormément parce que déjà, comme tu dis, on arrive dans des hôtels. En général, c'est pas des Formule 1. Donc, c'est de très bons hôtels. On les paye pas, ces hôtels-là, tu vois. Donc, t'arrives. Nous, quand on va à Paris, par exemple, l'avantage, c'est que moi, je fais mes courses à Paris. C'est moins cher. C'est moins cher qu'à La Réunion. Il y a des trucs... Tu fais tes courses à Paris, c'est-à-dire C'est-à-dire tu prévois tes choses et tu ramènes. Exactement. Oh, tout sympa, ce qui est produits cosmétiques, produits alimentaires non périssables ou qui a pas besoin de mettre au frais, je les prends là-bas en fait. Pour les soldes, les trucs comme ça. Aujourd'hui, je peux me faire livrer des trucs dans les hôtels. J'ai même plus besoin de sortir de l'hôtel si vraiment je veux pas sortir. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aller, je suis sur Paris, je peux aller à Disney avec des collègues. Venez, on fait une petite journée à Disney, au parc Astérix. Je peux aller visiter le Louvre, je peux aller me promener. Quand on va sur d'autres destinations plus exotiques où on dort un peu plus longtemps, comme Bangkok par exemple, c'est un pain béni. C'est des mini-vacances entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, là, l'hôtel, tu le payes pas, donc tu profites vraiment. Tu profites vraiment, tu as plein d'avantages. Tu as ce qu'on appelle, pour moi c'est le meilleur avantage, c'est les billets à gratuité partielle. Ces billets-là, ils sont pour nous et les gens de notre famille. Notre famille, c'est conjoints, enfants, parents, beaux-parents. Pour la compagnie dans laquelle je travaille. Après, pour d'autres compagnies, c'est des GP plus extensibles. Par exemple, je vais partir sur un Bangkok. Je peux ramener mon conjoint avec moi le temps de l'escale. C'est pas vrai. Et il va pas payer le prix d'un billet plein pot. Bon, ok. Voilà. Je pense que une réorientation...
Ok, c'est Voilà, non, sympa. Bah ouais, carrément. Carrément. Et l'hôtel, il paye pas la chambre non plus, quoi, du coup. Très, Tu vois très, ce que je très veux dire. intéressant. Et tu pars avec lui, tu vas de route à Bangkok. Enfin, voilà, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est Ah ça. ouais, là, tu viens d'implanter quelque chose dans mon petit cerveau. C'est ça. là. Et tu vois, on parlait du côté vie sociale, etc. Bah, comme je te dis, tu as des collègues qui deviennent des amis, de très très bons amis. Bah, quand on demande tous ensemble, allez, on est 4, admettons, on demande tous les 4 à partir sur un Bangkok de telle date à telle date, et qu'on a Oui. tous les 4 ce Bangkok de telle date à telle date, bah c'est les vacances, quoi, avec les copains. Ah, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Non, c'est top, ce métier-là, il a des avantages parce qu'il te permet d'avoir une ouverture d'esprit et une autre vision du monde et de la vie, et tu rencontres des gens. Je veux dire, moi maintenant, je me suis fait des amis, des amis, c'est un bien grand mot, mais j'ai des connaissances sur Bangkok. C'est-à-dire que là, je vais y aller, bah c'est prévu que je les retrouve, tu vois, donc c'est cool. Bah oui, c'est chouette. Pareil, quand on allait en Inde, pareil. J'ai créé des liens d'amitié avec des gens là-bas. Donc c'est chouette. C'est quoi tes meilleures destinations? Bah pour moi, ça a été l'Inde quand on faisait l'Inde et Bangkok. Ouais, tu nous parles beaucoup de Bangkok, donc je sens que... Ouais. Je vivrai là-bas, en fait. C'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, à tout moment, elle va s'installer là-bas. Et bah, si je pouvais, ouais, je le ferais. Si je pouvais, ouais, je le ferais. C'est chouette. Quand tu parles de ton métier, t'as les yeux qui... Bon, vous le voyez pas, les auditeurs, mais elle a les yeux qui scintillent comme ça. C'est assez agréable. Tu aimes bien ce que tu fais, ça se voit. J'aime beaucoup ce que je fais et j'estime être extrêmement chanceuse. Aujourd'hui, faire un métier que tu aimes, c'est devenu extrêmement rare. Tu vois ce que je veux dire? Pendant longtemps, j'ai fait des jobs, des métiers... c'est alimentaire, quoi, tu vois. Il faut payer les factures, il faut payer le loyer, voilà. Là, c'est un métier de vocation, donc ouais, c'est magique. Enfin, je dis vocation alors que j'imagine même pas que ça était possible pour moi avant, mais quand je vois tous les avantages qu'il y a, enfin, le mode de vie, je sais pas, du lundi au samedi, de telle heure à telle heure, tu vois ce que je veux dire? Je fais ma rotation, je rentre, j'ai quelques jours de repos, sachant que dans le mois, t'as 5 jours de repos consécutifs obligatoires. Entre les rotations, t'as des jours de repos. Enfin, t'es pas payé comme à l'usine non plus, donc c'est bien. Et bien justement, parlons de la paye un peu. Est-ce que c'est un métier qui paye bien? C'est un métier qui paye bien en fonction de la compagnie où tu bosses. D'accord. Parce que si tu fais du low cost, évidemment, tu seras pas payé pareil. T'auras pas forcément les avantages. Je pense que les billets GP, les compagnies low cost, elles les ont pas. Je m'avance peut-être, hein, mais je sais qu'il y a des compagnies low cost où les PNC font le ménage à bord entre deux vols. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nous, on a cette chance, on le fait pas. Donc on a des conditions de travail qui sont bien pour la compagnie où je suis. C'est pas l'usine, quoi. C'est pas l'usine et faut se rendre compte de cette chance qu'on a. Pour moi, je dis souvent à mes amis, franchement, je travaille dans l'un des plus beaux bureaux du monde, quoi. Je passe au-dessus du Kilimandjaro. Enfin, j'ai 15 000 vidéos du Kilimandjaro quand je fais des vols de jour parce que je trouve ça magnifique. Tu vois les orages d'une autre manière. C'est extrêmement beau, un orage, en fait, en pleine nuit. C'est tout le ciel qui s'éclaire quand t'as un éclair qui frappe. Enfin, tu vois tous les détails que tu vois pas depuis le sol. Puis tu passes au-dessus de régions, de régions du monde et tout. Enfin, c'est magnifique. Incroyable. Donc quand vous faites un vol de jour, les films c'est bien, mais de temps en temps regardez par le hublot, ça vaut le coup franchement. J'aimerais qu'on parle des consignes de sécurité. Tu sais, vous faites énormément de démonstrations, enfin énormément à chaque fois qu'il y a un vol qui doit partir. Là, je te vois sourire, donc tu vois peut-être où je veux en venir. Les passagers, des fois, s'en fichent un petit peu. Souvent. Oui, comment vous le vivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez parce que vous, entre-temps, vous continuez à faire ces démonstrations? Oui, alors, je veux dire maintenant, il y a des facilités à prendre l'avion. Donc maintenant, les gens, quand ils prennent l'avion, c'est un peu comme s'ils prenaient le bus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils disent, oui, bon, c'est comme d'hab. Tant mieux qu'ils partent dans cet esprit, ça veut dire que bon, ils sont pas en stress et que voilà. Ouais. Ma foi, moi je le fais quand il faut faire, je le fais parce que maintenant on a des démonstrations vidéo. Oui. Tu vois, des fois ça peut arriver que la démonstration vidéo ne fonctionne pas et donc là on repasse à du manuel et donc là on refait tout nous-mêmes, etc. Donc là t'as des gens qui sont surpris, qui se disent oh bah tiens, on va regarder, ça change, c'est plus la vidéo. Donc c'est un peu gênant, tu vois, au départ. Surtout quand tu commences à oh non, mince, tout le monde me regarde et tout. Mais en fait, après maintenant, tu t'en fiches parce qu'ils te voient tout le temps au final. Donc non, c'est cool, c'est rigolo, quoi. Tu galères un peu avec le chignon quand il faut mettre le gilet de sauvetage et l'enlever, mais tu dis oh putain, j'ai passé 3 heures à faire le chignon, putain, j'enlève le gilet, ça va tout partir dans tous les sens, mais bon. Mais sinon, c'est cool. Mais des fois, je m'aperçois que j'ai absolument pas regardé ce que l'hôtesse de l'air était en train de faire devant moi. Mais imagine seulement s'il se passe une dinguerie dans le vol. Qu'est-ce que je fais? Pourtant, on peut pas dire qu'ils nous ont pas montré. Tu as une petite plaquette de sécurité.
dans la pochette. Devant Oui, toi. oui. Mais Faut la dans la lire. panique, il faut que. Tu sais, on j'arrive à la choper. te dit souvent dans les annonces et tout, surtout au moment d'atterrir, de relire attentivement la notice de sécurité si tu es dans la pochette devant vous. Et ben, tu la relis, il y a tout qui est expliqué dessus. Ouais. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, dans une situation d'urgence, on est préparé à ça. S'il faut évacuer, machin, on a 90 secondes pour évacuer un avion complet. Il faut savoir qu'un PNC a 50 passagers sous sa responsabilité. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Après, tu sais, dans la panique ou quoi, tu suis le groupe en fait. Ouais. Tu réfléchis pas, donc tu suis le groupe. Après, c'est à nous de réfléchir et de faire en sorte que vous nous suiviez. Ouais. Que vous suiviez nos instructions. Beaucoup de responsabilités quand même sur vos épaules. Oui. Oui. Quand il se passe rien, tant mieux, mais. Exactement. Il se passe rien, c'est très bien. Ouais. Bon, merci Anne-Lise, j'ai adoré passer ce moment avec toi, Merci à toi. C'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, je l'espère. On a l'habitude de donner un mot de la fin, un mot-clé pour que les auditeurs puissent l'écrire en commentaire et nous prouver qu'ils ont bien écouté cet épisode jusqu'à la fin. Donc Anne-Lise, je vais te laisser le mot-clé du jour. Quel mot-clé, mon Dieu. Ce qui te vient en tête. PNC, préparez-vous pour le décollage. PNC, préparez-vous pour le décollage. Le décollage, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous écouter. Histoire de vie revient très prochainement, dans 2 semaines certainement, en compagnie d'une nouvelle personnalité. Je vous dis à très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires. Un métier, Une histoire. histoire de vie.